parler ce soir de nos adolescents, de comment communiquer avec eux, comment les accompagner dans leur croissance, comment leur permettre d'évoluer positivement et comment faire pour que ça se passe au mieux pour eux et aussi pour nous, parce que c'est pas toujours facile d'être parent d'adolescents. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je me présente, Christelle Petit-Colin, je suis conseillère formatrice en communication et développement personnel, conférencière et écrivain. Ma passion, c'est la communication au sens large, communication écrite, communication orale, rétablir la communication entre les gens. Et je considère mon métier comme un métier de passerelle où mon métier finalement consiste à faire en sorte qu'il y ait des ponts qui puissent se créer entre les gens, entre les idées, euh, entre le mental et l'émotionnel, entre le spirituel et le physique, etc. Tout ce qui sert de passerelle et qui fait que la communication peut passer mieux, facilement, de manière fluide entre les gens. Et ce sont des choses qui m'intéressent énormément. Alors, pour commencer, je voudrais démarrer avec un scoop. Figurez-vous que l'adolescence, jusque dans les années 50, n'existait pas. L'adolescence n'existait pas. Jusque dans les années 50, on va dire 50-55, on était un enfant, puis on était des jeunes gens, hein, jeunes filles ou jeunes hommes, et on était de toute façon majeur qu'à 21 ans. Et on ne quittait aussi ses parents que pour se marier, c'est-à-dire que les jeunes gens à l'époque ne restaient pratiquement jamais seuls. Euh, Toute la période de jeunes gens, tant qu'ils n'étaient pas mariés, ils vivaient chez leurs parents et d'ailleurs ils donnaient aussi leur salaire à leurs parents qui géraient leur budget pour eux jusqu'au jour où ils se mariaient et où ils créaient leur propre foyer. Euh, Quand les jeunes faisaient des études, ils étaient soit en internat, soit dans une pension de famille. Il y avait toujours une logeuse ou un mentor qui veillait sur eux. On ne laissait pas les jeunes tout seuls dans la nature à se débrouiller comme ça avant leur mariage, avant leur mariage. Donc ça, c'est vraiment important à comprendre parce que moi, ça, je m'en suis rendu compte quand mes enfants ont grandi. Ça devait être quand même sacrément confortable d'avoir l'impression en tant que parent de passer le relais aux conjoints de nos enfants. C'est-à-dire l'idée qu'il y avait une petite femme charmante qui allait veiller sur mon garçon ou l'idée qu'il y avait un gentil mari qui allait veiller sur ma fille, ça permettait vraiment de pouvoir lâcher prise et clôturer son maternage ou son paternage. De dire c'est bon, maintenant qu'ils sont mariés dans leur foyer, ils passent à autre chose et on peut vraiment lâcher. Alors que maintenant, de plus en plus souvent, on lâche nos enfants dans la nature, seuls, et sans conjoint pour veiller sur eux. On met un gamin de 18 ans dans une chambre de fac, voire dans un studio à côté de la fac, à 18 ans tout seul, personne pour veiller sur lui, personne pour le surveiller non plus. Et c'est beaucoup plus angoissant pour les parents d'aujourd'hui. Alors, pourquoi l'adolescence n'existait pas et qu'est-ce qui fait qu'elle existe aujourd'hui? Eh bien, figurez-vous que l'adolescence est une invention marketing d'après-guerre. Nous le savons tous, après la guerre, il y a eu ce qu'on a appelé le baby boom, hein, un record de naissance après-guerre, après la alors, guerre, hein, il y en a tellement, précisons la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu ce baby boom, avec donc une population très importante de gens qui sont nés entre 1945 et 1955. Et ben, les industriels y ont vu un marché. Donc, le marché de l'adolescence a été créé à ce moment-là. On a décidé que cette population du baby boom serait des teenagers. Hein, on leur a donné une appellation et on leur a fait croire qu'ils avaient des besoins spécifiques de jeunes qui ne correspondaient pas aux besoins de tout le monde, hein, qu'ils avaient leurs besoins bien à eux. Et on est parti avec cette idée que voilà, les jeunes étaient différents des enfants et des adultes et on a commencé à leur vendre plein de produits spécifiquement conçus pour les teenagers. C'est vraiment une invention marketing. Derrière, les politiques ont récupéré le truc pour avoir plutôt l'électorat, justement, ce pic d'électorat qui étaient les jeunes. On a baissé la majorité de 21 ans à 18 ans. Le but, c'était de récupérer leur voix
Et ça s'est un peu retourné contre les politiques qui ont fait ça, puisque la jeunesse, de toute façon, a des façons de voter qui ne correspondaient pas forcément à ce qu'ils en attendaient. Mais donc, à cause de raisons purement politiques et marketing, on a créé une espèce de zone de transit dans lesquelles maintenant nos jeunes sont coincés et que plus personne ne sait gérer d'ailleurs, ni eux ni nous. Hein, qu'est-ce que c'est l'adolescence? La preuve, vous êtes là ce soir. À quel âge ça commence? Comment ça se termine? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Est-ce qu'on est trop sévère, pas assez sévère? Est-ce qu'il faut les laisser se débrouiller? Est-ce qu'il faut encore les encadrer? On ne sait plus quoi faire. Ça a créé une zone de doute où on sait plus se situer les uns et les autres. Et c'est pour ça aussi j'avais à cœur de vous en parler ce soir. Alors, pour la petite histoire, une fois qu'on a saturé le marché des teenagers, on a créé le marché des pré-adolescents pour créer à nouveau un nouveau marché avec des besoins spécifiques. Puis on a créé la tranche d'âge des tween-agers, entre deux âges, fallait la trouver celle-là. Puis le marché des lolitas, des petites filles qui à 8 ans ont forcément des besoins très spécifiques de maquillage. Figurez-vous que maintenant on fait du maquillage pour petites filles, des chaussures à talons pour petites filles. On avait même créé à une époque, j'espère que ça s'est arrêté, mais à une époque il existait même des string panthères pour petites filles pour qu'elles puissent faire du butting comme maman, laisser dépasser le string du jean à l'âge de 7-8 ans. Hein, il faut réaliser tout ça. Ce sont des inventions marketing qui n'ont qu'une raison d'être, donc je vous supplie, retrouvez votre bon sens. Une petite fille n'a pas besoin de maquillage, un préadolescent c'est un enfant, et un adolescent, on va cadrer l'adolescence aux teenagers, c'est-à-dire les années en teen, de 13 à 19, c'est-à-dire de 13 à 19 ans. C'est déjà bien assez long pour tout le monde. Ne laissez pas vos enfants commencer leur crise d'adolescent plus tôt ou la finir plus tard. C'est déjà très compliqué. Et pour vous dire à quel point on est perdu, je me souviens d'une de mes clientes qui me disait: Oh là là, mon fils en ce moment il est en pleine crise de préadolescence. Je me dis: préadolescence, il me semblait qu'il avait 7-8 ans son gamin. Et je lui dis: à quel âge votre enfant? Et la mère me dit: bien oui, oui, il a 8 ans. Je dis: non, non, à 8 ans, on n'est pas en crise de préadolescence, on est un enfant qui cherche les limites et qui doit les trouver. Faut arrêter, faut revenir à un peu de bon sens quand même. Hein. Donc voilà, ça c'était la première chose que je voulais vous partager. L'adolescence est une invention marketing qui a été instaurée de toutes pièces dans notre vie, qui nous pourrit la vie, qui nous complique les choses et qui n'avait pas de raison d'être avant que les industriels se rendent compte qu'il y avait du pognon à faire avec nos jeunes. Ensuite, la deuxième chose dont je voudrais vous parler, c'est le contexte actuel qui fait que nos gamins ont été sacrément malmenés par la façon, je ne vais pas dire par le Covid, c'est pas le Covid qui a malmené nos enfants, c'est la façon dont on l'a géré. Et je pense que nous, les adultes, dans la façon dont nous avons géré le Covid, nous nous sommes énormément discrédités auprès de nos jeunes. Il y avait déjà une crise d'autorité des aînés sur les plus jeunes, puisque ça fait déjà un moment que les plus jeunes se rendent compte que les adultes pataugent dans la semoule et font n'importe quoi avec la planète. Donc il y avait depuis Greta Thunberg, etc. Les jeunes ont déjà quand même extrêmement conscience que les adultes pataugent et font n'importe quoi. Je pense qu'on a aggravé ce problème-là avec la façon dont on a géré le Covid, dans cette espèce de cacophonie de tous ces illogismes. On met le masque, on ne le met plus, on le met mais ça sert à rien, mais il faut le mettre quand même, on confine plus, on confine mais finalement vous pouvez aller à l'école. Enfin, ça a été une cacophonie et on voit bien, les jeunes ont vu aussi à ce moment-là à quel point les adultes ne tenaient pas compte d'eux, de leurs besoins. J'ai une pensée vraiment très, très émue pour tous ces jeunes étudiants qui se sont retrouvés confinés dans des pioles de fac, complètement affamés, n'ayant plus de petits boulots pour gérer, les conditions dans lesquelles on leur a fait passer leurs examens. Mais là, honte à nous, les adultes, de comment on s'est comporté avec nos jeunes. Donc c'est pour ça il est vraiment temps qu'on commence à reprendre notre place d'adulte, à rejouer notre rôle d'adulte et qu'on le fasse bien et intelligemment. Voilà, ce sont les pistes que j'ai envie de vous proposer ce soir, comment jouer notre rôle d'adulte intelligemment et comment reprendre cette place et comment à nouveau mettre nos ados en sécurité au lieu de les laisser dans cette espèce de no man's land où on ne sait plus ce qu'on doit leur dire et ce qu'on ne doit pas leur dire. Voilà, alors ça posé, maintenant, qu'est-ce que l'adolescence? Eh bien, nous disons régulièrement que l'adolescence, c'est le printemps de la vie. Et
le printemps de la vie, eh bien, c'est pas une saison homogène. On le sait bien puisque on le voit dans notre vie, hein, la saison du printemps, c'est pas une saison où il y a juste cuicui et petits oiseaux et petites fleurs sur les arbres. Qu'est-ce que le printemps? Le printemps, c'est une bataille, une guerre entre l'hiver et l'été. Alors certains jours, c'est l'hiver, on a des giboulées de mars, là on a vu il y a quelques jours, on a encore eu des gelées, etc. Et puis quelques jours plus tard, il fait extrêmement beau, on se croirait en été, on ressort les t-shirts, et puis reviennent les giboulées, etc. Le printemps, c'est une bataille entre l'hiver et l'été, et petit à petit, c'est l'été qui l'emporte sur l'hiver, et à la fin du printemps, on passe en été. Eh bien, l'adolescence, de la même façon, c'est une bataille entre le bébé qu'ils ne sont plus et l'adulte qu'ils ne sont pas encore. Et c'est une bataille donc qu'on a aggravée en les mettant dans cette espèce de no man's land où plus personne ne peut rien leur dire. Donc, un adolescent qui est au printemps de sa vie, il vit dans le printemps de sa vie une bataille intérieure entre le bébé et l'adulte. Et donc, c'est pour ça que c'est compliqué de communiquer avec un adolescent, c'est que ce sont à d'infimes signes non verbaux que nous pouvons détecter qui s'exprime chez lui. Hein. Est-ce que c'est le bébé ou est-ce que c'est l'adulte? Et ce sont des signes infimes. On va avoir un bébé qui a une mine un peu renfrognée qui boude ou un petit adulte conquérant qui a le menton relevé. C'est sur des signes comme ça. Et donc la première des règles de communication avec un adolescent, c'est déjà d'apprendre à détecter dans cette bouille quel est votre interlocuteur du jour. Est-ce que c'est le bébé ou est-ce que c'est l'adulte? D'accord? Donc, pas facile à repérer, ça peut se repérer un peu dans le discours, hein, mais voilà, des petits signes comme ça. Et en plus, vous n'êtes pas à l'abri que dans une discussion où vous avez repéré qu'aujourd'hui vous avez en face de vous l'adulte et vous commencez une discussion d'adulte, vous ayez une giboulée de bébé. Ou à un moment où vous avez repéré que c'était au bébé qu'il fallait s'adresser et que vous ayez en même temps une averse d'adulte au milieu du bébé. Donc, communiquer avec un adolescent, c'est effectivement un exercice de style assez important de détecter qui il est, de voir arriver les giboulées et les averses. Et plus important encore, notre boulot d'adulte, c'est qu'une fois qu'on a détecté si c'était le bébé ou l'adulte, de lui répondre correctement. C'est-à-dire que quand vous avez en face de vous le bébé, le message à faire passer, c'est tu n'es plus un bébé, grandis. Et quand vous avez en face de vous le jeune adulte avec son petit menton conquérant, je sais bien ce que je fais, de toute façon, l'année prochaine, je suis majeur, etc. Ce qui est important, c'est de répondre aussi correctement, de parler correctement au jeune adulte en lui disant, tu n'es pas encore un adulte, fini de grandir. Donc vous voyez, c'est en fait rassembler les deux. C'est de, tu n'es plus un bébé grandi, tu n'es pas encore un adulte, fini de grandir, fini de grandir. Notre boulot, c'est de les recentrer, vraiment de leur permettre de rassembler leurs morceaux plutôt que d'être éparpillés dans ces giboulées, ces averses et de plus retrouver. Nous, on regroupe en disant non, non, t'es plus un bébé, non, non, t'es pas encore un adulte, vas-y, continue à grandir, je suis à tes côtés, je te sers de cadre pour te permettre de continuer à grandir. Mais quand vous parlez, quand vous dites au bébé, tu n'es plus un bébé, grandis, vous le frustrez. Et quand vous dites au jeune adulte, tu n'es pas encore un adulte, ben vous le frustrez aussi. Donc c'est ça qui est assez désolant dans la bonne communication avec un adulte, c'est qu'en permanence, vous devez frustrer votre enfant pour lui permettre de rassembler ses morceaux. Et c'est de ça dont il a besoin, que vous le frustriez en permanence en disant non, 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 t'es plus un bébé, ça c'est plus acceptable. Non, non, t'es pas encore un adulte, finis d'apprendre et tu verras à ce moment-là. Et donc, on est tout le temps en train de frustrer nos enfants, de les empêcher de s'étaler. Mais imaginez 30 secondes qu'on fasse l'inverse, qu'on lui dise mais oui, garde tous tes droits de bébé, mon chéri, ça me rajeunit, et qu'en même temps on lui dise mais oui, prends tous tes droits d'adulte, ça me donne l'impression d'être un parent cool. Donc, dans ce cas-là, c'est dans ce cas-là qu'on met le plus nos enfants en danger. C'est parce que là, pour le coup, on est démissionnaire. Si on leur permet de rester des bébés, des gros bébés à la maison, parce qu'on a encore envie de parentaliser, de materner, de faire du nursing encore un peu, et qu'en plus on leur laisse tous leurs droits d'adultes, quel serait l'intérêt de grandir? Donc, notre boulot à nous, c'est vraiment de les cadrer, de les cadrer, de les cadrer, de rassembler les morceaux et de leur montrer qu'on est encore là comme cadre. D'ailleurs, pour votre information, il y avait eu une enquête qui avait été faite dans un collège et c'était la demande des collégiens. Les collégiens disaient, vous les adultes, c'est votre boulot de nous cadrer et vous ne le faites pas et nous on a besoin de vous pour nous cadrer, faites votre job,
C'est à vous de nous dire qui on est et ce qu'on doit faire. Alors ça, c'est vraiment important. C'est d'autant plus important que eux-mêmes, ne sachant plus qui ils sont, il faut que nous, on puisse le leur dire. Et donc, pour le leur dire, il faut que nous le sachions. Qu'est-ce qu'on peut demander à un enfant de 13 ans, à un enfant de 14 ans, à un plus grand de 15 ans, à un de 16 ans, à un de 17 ans, etc. Euh, je vous donne un exemple. Une fois, quand ma fille avait 14 ans, il y a très longtemps, hein, parce que maintenant c'est une belle adulte, mais à l'époque où c'était une adolescente, on était en vacances et elle me dit, ses copains du camping voulaient aller dans les dunes, c'est-à-dire à l'extérieur du camping. C'était des gamins qui avaient quand même 18, 19 ans, elle en avait que 14. Et en fin de soirée, genre vers minuit, elle vient me voir en disant: Est-ce que je peux aller avec mes copains dans les dunes? Je lui dis: bah, bien sûr que non, tu peux pas aller dans les dunes à minuit avec des garçons de 18 ans. Donc tu vas dire au revoir à tes copains, tu reviens te coucher. Et à l'époque, ma fille était revenue songeuse et m'avait dit: Maman, je suis contente que tu aies dit non parce que j'avais pas envie d'y aller, je savais pas comment leur dire. Et là, c'est ce jour-là que j'ai réalisé à quel point c'est confortable pour nos ados de s'appuyer sur sa vieille ringarde de mère, hein, plutôt que de dire je me sens trop bébé pour aller dans les dunes avec vous. Donc il y a des fois où s'appuyer sur nos noms, sur non, c'est pas de ton âge, non, il n'en est pas question, ça permet vraiment à nos enfants de se sentir cadrés et sécurisés. Il y a beaucoup de parents qui m'ont dit comme ça, mais voilà, l'autre jour je suis passée, j'ai vu ma fille au bistrot, elle a 14 ans, elle était avec des grandes 25 ans, qu'est-ce que je dois faire? Elle buvait une bière. Bah, je dis, bah là, non, une enfant de 14 ans, elle n'a pas à boire une bière au bistrot avec des gens de 25 ans. Enfin, il faut reprendre un peu de bon sens, quoi. C'est une gamine de 14 ans. Donc, il faut remettre en place le cadre et il faut davantage surveiller nos enfants, être beaucoup plus au courant. Et ça, ce sont des choses aussi pour des raisons de sécurité. Vous, parents, vous devez savoir qui ils fréquentent et où ils sont. Et quand les gamins vous disent: ouais, t'as pas à savoir, ok, tu disparais, je vais à la police, je dis: oh ben je sais pas qui il fréquente, je sais pas où il est, je sais pas ce qu'il fait. Tu vas trouver que ça va faire sérieux ça auprès de la police de même pas être capable de dire moi ton parent où tu es, comment je fais pour te protéger. Donc il faut vraiment revendiquer ce rôle de parent cadrant qui sommes là pour la sécurité de nos enfants. Il ne faut vraiment pas laisser passer ça. Voilà, donc ça c'est le premier point. Vous êtes quelque part le flacon qui rassemblait les morceaux de votre enfant. Et c'est d'autant plus important que même s'ils ont la majorité à 18 ans, biologiquement, les enfants ne sont pas finis, en tout cas leur cerveau n'est pas fini, avant l'âge de 21 ans, voire 25 ans. Le cerveau continue à s'organiser et à se structurer jusqu'à ces âges-là. Et d'ailleurs, les seuls qui ne s'y trompent pas, ce sont les loueurs et les assureurs, hein, les loueurs de voitures et les assureurs de voitures. Eux, ils ont bien remis la majorité à 21 ans. Ils savent bien qu'à 18 ans, un gamin, il n'est pas fini, il a encore des cases vides dans le cerveau et que c'est dramatique de laisser un enfant de 18 ans se débrouiller tout seul avec ses cases vides. Il faut que nous, parents, on arrive vraiment à faire notre boulot. Et voyez, à partir de 18 ans, puisqu'ils sont majeurs, on est extrêmement empêchés dans notre boulot de protection. Alors, maintenant, on va aborder les sujets qui fâchent avec les adolescents. En général, c'est leur avenir et l'école, hein. Et là, il faut vraiment que nous, les adultes, nous réalisions deux choses. C'est qu'au niveau de leur avenir et de l'école, nous leur faisons subir du harcèlement. Je suis impressionnée à quel point les parents et les enseignants menacent les ados. Oui, si tu ne travailles pas, tu vas pas faire d'études, tu n'auras pas de boulot, tu vas rater ta vie, etc. Et les parents et les enseignants se relaient pour menacer les enfants. Tu n'auras pas ton bac, tu n'auras pas ci, etc. Il faut arrêter avec ça. Il faut vraiment arrêter avec ça parce que nos enfants, à l'adolescence, ont une bouille de bébé toute lisse, hein. Donc, et juste, ils vont comme ça, mais à l'intérieur vous n'êtes pas à l'intérieur de leur estomac pour voir à quel point ils sont rangés par l'angoisse quand les adultes les menacent, leur disent que ça va pas, qu'ils vont avoir une vie toute pourrie parce qu'ils ne travaillent pas à l'école et qu'il faut que tu travailles plus et ça va mal se passer, etc. Soyez attentifs à ça. Regardez le nombre de fois où vous avez menacé votre enfant parce qu'il n'avait pas fait ses devoirs ou parce qu'il ramenait des mauvaises notes. La menace du pire devient souvent la promesse du pire, c'est-à-dire ça fonctionne comme des croyances auto-réalisatrices. Plus vous dites à vos enfants: oui, si tu continues, tu vas rater, plus tu continues, ça va rater, et ben plus ils continuent, plus ils risquent de rater. Il faut vraiment arrêter ça. C'est quelque chose qui est dramatique pour nos enfants.
Alors, c'est d'autant plus important que figurez-vous qu'on a fait des expériences très intéressantes. Donc là, s'il y a des enseignants comme Virginie qui nous écoutent, soyez très attentifs. Mais bon, c'est valide aussi pour les parents, ça marche pareil. Figurez-vous qu'on a fait une expérience sur des scientifiques avec des rats. Et oui, oui, c'était bien dans ce sens-là. On a fait des expériences sur des scientifiques avec des rats. À savoir qu'on a donné à des scientifiques des rats à qui ils devaient faire acquérir des petits programmes des petits programmes d'apprentissage. Vous savez que les rats sont des animaux très intelligents et on peut leur apprendre que s'ils appuient là, ils peuvent ouvrir une porte qui leur permet d'aller là, en faisant tourner une roue, ils auront la croquette, etc. Donc des petits programmes d'apprentissage. On a demandé à ces chercheurs de faire acquérir à des rats des programmes d'apprentissage en leur disant que certains rats avaient le cerveau lésé et que d'autres rats avaient le cerveau sain. D'accord? Et là où l'expérience se faisait sur les scientifiques, c'est qu'il y a des fois c'était vrai, il y a des fois c'était faux. Des fois on leur a présenté un rat comme ayant le cerveau sain alors qu'il avait un cerveau lésé, et quelquefois on leur a fait croire l'inverse. Donc, les scientifiques étaient persuadés soit d'avoir un rat à cerveau sain, soit d'avoir un rat à cerveau lésé, et ont, sur ces deux populations de rats, fait leurs expériences. Eh bien, l'expérience qui a été faite sur les chercheurs, c'est que figurez-vous que les rats à cerveau lésé ont fait plus de progrès quand les chercheurs les croyaient avec un cerveau sain que les rats à cerveau sain quand les chercheurs croyaient qu'ils avaient le cerveau lésé. Donc, on a vraiment mis en évidence que les croyances du pédagogue sur son élève avaient vraiment un impact très important, puisque les rats à cerveau lésé ont fait plus de progrès que des rats à cerveau sain, vous vous rendez compte. Juste parce que le scientifique croyait qu'il avait le cerveau sain. Aux États-Unis, on a refait la même expérience avec des enseignants, de la même façon. On leur a fait croire que certains élèves avaient un QI au-dessus de la moyenne et que d'autres élèves avaient un QI en dessous de la moyenne, avec la même problématique que des fois c'était vrai, des fois c'était faux. Et l'expérience est renouvelée comme avec les scientifiques. Quand les professeurs pensaient que l'enfant avait un QI au-dessus de la moyenne, l'enfant faisait beaucoup plus de progrès. Quand les enseignants croyaient que l'enfant avait un QI en dessous de la moyenne, il régressait. Et il régressait même s'il avait un QI au-dessus de la moyenne. C'est vraiment intéressant de voir ça. Et de la même façon, les progrès étaient bien plus significatifs chez des enfants qui avaient un QI en dessous de la moyenne quand les enseignants croyaient qu'il avait un QI au-dessus de la moyenne. Donc, la morale de ces expériences, c'est que nous, parents et enseignants, nous devrions toujours partir avec l'idée que nos petits rats ont un cerveau sain et qu'ils sont capables d'apprendre, de changer et d'évoluer. C'est vraiment important que nous croyions en eux pour qu'ils puissent avancer. C'est d'ailleurs ce qui a été vérifié avec tous les performeurs, quel que soit leur domaine de performance. Les gens qui performent, hein, que ce soit le petit Mozart, Céline Dion ou un grand champion de tennis ou de patin à glace ou autre, deux conditions, survalorisation des premiers essais. Hein, a priori, Mozart est probablement devenu un vrai petit génie parce qu'on a cru en son génie dès le départ et qu'on a survalorisé ses premiers essais. Et la deuxième chose, un coach attentif et passionné à ses côtés. Vous remarquerez que tous les performeurs ont toujours vraiment un Pygmalion à côté qui les booste, qui les pousse, etc. Mozart, il avait quand même son papa Léopold Mozart qui lui a fait quand même traverser, qui l'a présenté à toutes les cours d'Europe à une époque où il n'y avait pas EasyJet. Hein. Vous rendez-vous compte l'investissement de papa Mozart dans son petit Mozart pour le présenter à toutes les cours d'Europe quand même. Hein. Et après, à chaque fois, il faut regarder Céline Dion, il y avait son mari René à côté pour la booster, etc. René qui avait les larmes aux yeux dès qu'elle se mettait à chanter tellement il trouvait que sa voix était belle. Vous regardez Surya Bonali qui était une grande championne de tennis, il y a toujours eu sa maman à côté qui ne l'a jamais lâchée pendant toutes ces années de compétition, etc. Chaque performeur a eu une survalorisation de ses premiers essais et un coach attentif à ses côtés. Alors, on n'a peut-être pas envie de faire de nos enfants des performeurs hors normes, mais en tout cas, être des coachs attentifs et partir du principe qu'ils vont réussir et qu'ils peuvent le faire, c'est déjà une bonne chose.
Ensuite, pour leurs études, faire attention, au lieu de leur dire en continu, il faut que tu travailles, il faut que tu travailles, il faut que tu travailles, il vaut mieux leur donner des méthodes de travail. Qu'est-ce que c'est travailler? Leur expliciter clairement. Travailler, c'est relire attentivement la leçon, la synthétiser, faire les exercices, point barre. Donc, mais souvent, quand moi je demande à des, par exemple, je vais coacher des gamins qui sont en terminale, je vais dire, qu'est-ce que c'est travailler? Ben, ils savent pas dire. Ils savent pas dire. Et pourtant, c'est pas si compliqué. Travailler, c'est relire la leçon, la synthétiser, faire une fiche. Hein. Je leur dis comme une anti-sèche, mais on l'utilise pas en cours. Et ensuite, c'est faire les exercices. Et là, tu as travaillé, le boulot, il est fait. Le boulot, il est fait. C'est pas la peine d'y passer des heures et des heures. Il vaut mieux remplacer la quantité par la qualité de travail et donc la qualité d'attention, etc. Voilà, ça c'est pour l'école. Ayez confiance en eux et boostez-les. Vous trouverez aussi sur YouTube une de mes conférences qui s'appelle La confiance en soi, comment on l'acquiert, comment on la perd, qui est très complémentaire de ce que je viens de vous expliquer. Voilà, et puis la deuxième chose sur laquelle on a un vrai problème avec nos jeunes, c'est leur avenir, ou l'avenir tout court. On dirait que les adultes se font un plaisir de boucher l'horizon des jeunes et de leur pourrir leur printemps. De tout temps, moi quand j'étais adolescente, et je peux vous dire que ça remonte, hein, ça remonte, à mon époque, les Chinois allaient envahir la planète et on était au bord de la Troisième Guerre mondiale. Bon, et je vous parle de ça, hein, ça fait des années et des années, je ne sais pas si j'ose vous dire depuis quelles années, mais déjà à l'époque, les adultes me pourrissaient ma projection dans le futur en me faisant croire que la planète allait être envahie de Chinois et qu'il y aurait la Troisième Guerre mondiale et qu'avec la bombe atomique, ça allait tout péter, etc. Et ça, il faut arrêter aussi quand on est enseignant et quand on est parent d'adolescents. On est condamné à l'optimisme et on est condamné à croire en l'avenir. Sinon, vous vous rendez pas compte pour nos jeunes qui démarrent juste et qu'on leur dit, voilà, c'est fini, la planète va sauter, il y aura de plus en plus de pandémies et de machins et de trucs, il y aura des guerres de partout, il y aura plus d'argent. Enfin, voilà. Surtout en ce moment, je trouve que la période, la post-pandémie, en ce moment et avec la guerre en Ukraine, mais euh, on n'en faisait pas tant il y a 30 ans quand il y avait la guerre en Yougoslavie, rappelez-vous. Finalement, la guerre en Ukraine, elle n'est pas très différente de la guerre en Yougoslavie. Donc, des guerres, il y en a toujours eu sur cette planète. Alors, c'est vrai que là, ça se rapproche de nous. Mais il faut arrêter le catastrophisme, quoi. Enfin, vous vous rendez pas compte de ce que ça représente pour un jeune qui est en plein essor dans sa vie, de s'imaginer qu'il va se cracher dans 2 3 ans, quoi. Donc, ça, c'est votre boulot à vous. Si vous êtes vraiment trop angoissé, prenez du Exomil. Si vous êtes trop déprimé, allez voir votre médecin, prenez des antidépresseurs. Mais il faut trouver des raisons d'espérer et de changer. Alors moi, je peux vous en donner quelques-unes, mais après, le job, c'est à vous de le faire. Alors, je suis la bonne personne pour vous le dire parce que moi, je suis maladivement optimiste. Moi, je suis maladivement optimiste. Et j'ai toujours l'impression que quand on traverse des crises comme ça, ce sont des crises qui nous permettent de grandir collectivement. Donc, on voit à chaque fois qu'il y a une crise, un monde qui plonge et un autre monde qui émerge simultanément. Focalisez votre attention sur le monde qui est en train d'émerger, qui est un monde où on est en train de remettre en cause tout notre fonctionnement actuel, que ce soit le néolibéralisme, que ce soit la façon dont la politique est menée, que ce soit la façon dont on est soigné, l'alimentation. Il y a énormément de scandales, hein. Là, le coup des pizzas et des Kinder Surprise, voilà. Donc prenez tout ça et quand ça arrive, dites aux enfants, bah, c'est l'occasion justement de se poser les bonnes questions sur ce sujet. C'est aussi simple que ça l'optimisme, c'est de se dire, voilà, euh, qu'est-ce que j'ai à apprendre des pizzas contaminées? Ben, peut-être qu'il faut que je me remette à cuisiner moi-même. Hein. Peut-être j'aurai moins de risques de contamination si j'achète les ingrédients, que je me lave bien les mains et que c'est moi qui cuisine. Pour la médecine, c'est pareil. Là, est-ce que je vais déléguer ma santé de manière aveugle à quelqu'un qui visiblement ne sait même pas quoi en faire, hein? Parce que là, pendant la pandémie, on a vu qu'il ne savait même pas comment gérer.
Donc, est-ce que je ne vais pas reprendre un peu ma santé en main et me poser les bonnes questions sur comment moi, qu'est-ce que moi je peux faire pour être en bonne santé et éviter d'avoir un bourré de médicaments un jour. Au niveau consommation aussi, c'est hyper intéressant de s'y intéresser et de se dire, voilà, tous les scandales qu'il peut y avoir en matière de consommation, c'est l'occasion de réapprendre à consommer intelligent, etc. Donc, généraliser ça, il y a cette crise, il y a ce problème, c'est l'occasion d'apprendre quoi et c'est l'occasion d'ajuster quoi dans ma vie. Et si vous apprenez à vos enfants à fonctionner comme ça, ils vont arrêter de déprimer et ils vont commencer justement à investir le monde de demain, le monde dans lequel effectivement ils vont pouvoir se projeter en disant non, moi ça j'en veux plus dans le monde de demain, moi je veux qu'il y ait ça et ça et ça. Et là où nous les adultes on a un énorme travail à faire pour nos jeunes, c'est de les aider à développer leur esprit critique. Euh, voilà ce qu'on te montre. Quand on te montre ça, qu'est-ce qu'on essaye de te cacher? Rien n'est blanc, rien n'est noir. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus complexe dans cette situation qui fait qu'on ne peut pas dire lui c'est le bon, lui c'est le méchant, lui il a raison, lui il a tort? Euh, Muscler l'esprit critique de vos enfants, là aussi vous les éduquerez pour du très très long terme. Voilà, ça c'est vraiment des éléments qui me paraissent primordiaux pour bien communiquer avec un enfant. Et enfin, pour bien communiquer avec un enfant, il faut être beau joueur. Si eux sont euh, au printemps de leur vie, ça veut dire que moi, ben, je suis au début de l'automne de la mienne. Et donc, il faut vraiment accepter cet état de fait. J'ai oublié de le mettre en... je voulais le préparer pour pouvoir vous le lire. Je vais vous le retrouver, mais du coup, je suis obligée de fouiller mes papiers, donc je ne suis pas fière de moi parce que j'ai complètement oublié de le mettre à portée de main. Je vais vous demander 30 secondes pour le retrouver. Voilà, en plus, c'est 3 lignes, hein, j'aurais pu faire plus vite. Je voudrais vous parler de ce texte. La jeunesse d'aujourd'hui est pourrie jusqu'au tréfonds, mauvaise, irreligieuse et paresseuse. Elle ne sera jamais comme la jeunesse du passé et sera incapable de préserver notre civilisation. Hein, ça, c'est un texte. Bon. Eh bien, figurez-vous qu'il paraît qu'on a retrouvé ce texte sur des tablettes d'argile babyloniennes qu'on estime à plus de 3000 ans. C'est dire si le fossé des générations existe depuis la nuit des temps et à quel point c'est pas d'hier qu'il y a ce conflit de génération entre les jeunes et les vieux et cette sensation qu'ont les vieux que le monde d'aujourd'hui va à sa perte parce que en fait c'est moi qui vais à ma perte. Si je suis si je suis honnête, c'est moi qui vais à ma perte. C'est moi qui suis sur mon déclin, qui est passé le pic et qui suis maintenant en route vers mon déclin. Mais de ce fait, je trouve que les vieux sont mauvais joueurs, qui bouchent, justement, ils gardent la place, ils ne veulent pas laisser leur place aux jeunes. Regardez tous ces gens qui sont encore, par exemple, sur les plateaux télé, qui se cramponnent alors qu'ils ont largement dépassé l'âge de la retraite et qui ne laissent pas de place à de nouveaux animateurs, à de nouveaux présentateurs, à de nouveaux journalistes, mais place aux jeunes, quoi. Il faut vraiment il faut que nous, les vieux, on soit beaux joueurs et qu'on laisse une place aux jeunes. Or, depuis tous les temps, on a sacrifié les jeunes. Là, on les a sacrifiés au moment du Covid. On les sacrifie à chaque fois qu'il y a une guerre. Ce sont les gamins qu'on envoie se faire de la chair à canon. Il faut qu'on arrête de sacrifier nos jeunes et il faut qu'on arrive à voir aussi, parce que ça, c'est une réalité, à quel point notre jeunesse est intelligente. Moi, je suis sidérée. Alors, moi, je suis pro-jeune à mort, mais vraiment, j'adore les jeunes. Et je suis sidérée par leur bon sens, par leur intelligence, par la vision qu'ils ont quelquefois des choses. Je peux vous donner un exemple très, très concret qui m'avait vraiment fascinée. C'est quand les collèges ont commencé à faire des histoires parce que, soi-disant, les filles étaient habillées de manière non républicaine et que leur tenue déconcentrait les garçons. Et j'ai trouvé que la réaction immédiate des jeunes avait été excellente, à savoir que
les filles ont organisé la journée, c'était même plus la journée de la jupe, c'est la journée de la salope. Elles sont venues toutes habillées en petite pute à l'école pour qu'on arrête de leur dire comment elles devaient s'habiller. Et les garçons se sont rebellés en disant, mais arrêtez de nous dire qu'on est que des gros cochons qui ne savent pas nous concentrer. Si on travaille pas en classe, c'est pas la faute des filles, c'est notre problème, quoi. Donc je trouve que les jeunes garçons ont vraiment pris aussi part au débat. Même au Québec, les garçons sont venus à l'école en jupe pour signifier leur solidarité avec les filles à qui on reprochait des tenues non républicaines, quoi. Donc, je trouve que les jeunes ont des fois de très très saines réactions. Les deux choses, les deux menaces qui les guettent, c'est la pornographie qui leur bousille leur imaginaire sexuel. Donc là, je vous invite vraiment à parler de pornographie avec eux en leur disant que c'est vraiment pas la sexualité et que plus on regarde du porno, moins on a une sexualité épanouissante. Donc il faut arrêter ça, hein. Or, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un jeune sur deux qui, à l'âge de 10 ans, s'est fait infliger un porno. Et je le dis comme ça, parce que les statistiques, c'est un jeune sur deux a vu un porno. Non, il s'est fait infliger un porno. Il s'est fait infliger un porno, soit parce qu'il faisait des recherches sur Internet et qu'il y a avez-vous 18 ans? Oui, et poum, il s'est pris dans la tronche quelque chose qui n'était pas du tout de son âge, avant l'âge de 10 ans, vous vous rendez compte? Soit c'est un cousin, un copain de classe, hein, et quelquefois même un tonton ou un père, qui vise un peu le truc et qui leur montre des trucs porno. Moi, je considère que infliger des visions d'images pornographiques à un enfant de 10 ans, c'est une agression sexuelle à part entière. Parce que le porno colonise votre imaginaire. Donc après, vous avez ces images qui sont à la fois dégradantes mais excitantes, qui viennent parasiter votre imaginaire et qui vous empêchent d'avoir accès à une sexualité saine, épanouie, etc. Donc là, si le sujet vous intéresse, il y a un très bon livre qui s'appelle Une jeunesse sexuellement libérée ou presque. Alors, le livre date un peu, mais il est excellent. Et puis vous avez Maya Mazorette qui fait des chroniques sur France Inter et dans Quotidien, qui a une vision que je trouve très très saine de la sexualité pour pouvoir permettre aussi de discuter de ça avec vos jeunes et permettre à vos gamins de se projeter dans leur vie d'adulte avec de meilleurs outils que du YouPorn en guise d'éducation sexuelle. Donc voilà tous les éléments qui peuvent vous aider. Euh, Apprenez à prendre soin de vos enfants. Euh, Servez-leur vraiment de cadre, au moins jusqu'à leurs 18 ans, et interdisez-leur les comportements de bébé, hein. Dis donc, dans 3 ans, tu seras majeur, il est temps que tu saches cuisiner, il est temps que tu saches repasser ton linge, il est temps que tu saches tenir un budget, hein. Et non pas, ouais, ouais, je te donne de l'argent de poche, je te fais crédit, et tiens, regarde, je t'ai repassé tes t-shirts, hein. Réalisez ça, c'est qu'à 18 ans, il faut qu'il sache se laver, s'habiller, euh, qui sache se faire à manger et pas uniquement réchauffer des surgelés ou appeler le livreur de bouffe, hein. Et tout ça, c'est votre boulot de l'aider à se projeter dans sa vie d'adulte. Et donc, c'est une période qui n'est pas simple pour les parents parce que vous êtes obligé d'être extrêmement cadrant. Mais c'est de ça dont vos enfants ont besoin et c'est ça qu'ils vous demandent. Voilà, j'espère vous avoir donné plein de clés pour accompagner vos petits loups, le faire avec tendresse et fermeté, et puis permettez-leur de se projeter dans leur avenir avec foi. Euh, Ce qui peut vous y aider aussi, c'est que l'être humain existe depuis 45 millions d'années, et non, non, depuis des millions d'années, ça fait 45 000 ans qu'on est des sapiens, je crois. Mes connaissances en préhistoire sont pas très bonnes, mais ça veut quand même dire que ça fait 45 000 ans que Sapiens arrive de se sortir de tous les traquenards qui se créent à lui-même, de toutes les balles qui se tirent dans le pied, et que forcément, à un moment donné, l'humain mis au pied du mur va à nouveau retrouver toute sa créativité pour se sortir d'affaires. C'est ce genre de message qu'il faut passer à vos enfants, et les inviter à créer le monde meilleur dans lequel ils veulent vivre, plutôt que de leur dire ce monde est pourri, il va s'effondrer. Voilà, je vous souhaite plein d'optimisme et la possibilité d'accompagner vos enfants de la manière la plus constructive possible. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder un petit peu vos commentaires et commencer à répondre à vos questions, pour vous permettre effectivement d'avoir des réponses. Alors, je regarde un peu ce que vous me dites.
À propos du parent nourricier et du parent normatif, donc Claire, qui est formée à l'analyse transactionnelle, les enfants ont besoin des deux de toute façon, hein. C'est Jacques Salomé qui dit que nous avons, dans chaque parent, il y a une mère et une maman, un père et un papa. Et les enfants, ils ont besoin des quatre. Ils ont besoin de mère et de père, et ils ont besoin de maman et de papa. C'est pas OK de laisser un parent faire le cadrage pour se réserver le beau rôle du papa ou de la maman, et de laisser l'autre devoir se débrouiller pour le cadrage, hein. Ils ont besoin des quatre, hein, de deux parents qui cadrent et de deux parents qui cocolent, hein. Mais c'est vrai qu'à l'âge, qu'à l'adolescence, ils ont vraiment besoin qu'on les cadre et qu'on les oblige à grandir. Alors bonsoir Anna, bonsoir Caillou, très contente que tu sois là. Alors la confiance en soi passe par le regard des autres, pas uniquement. On va voir ma conférence, la confiance en soi, comment on la gagne, comment on l'acquiert, comment on la perd, sur ma chaîne YouTube. Voilà. Euh, Alors, oui, oui, je suis d'accord. Il est grand temps que les parents deviennent des acteurs actifs, et reprennent leur rôle de parents et cadres et cadres. Je m'insurge d'ailleurs contre certains psys qui disent: «Oh, mais votre enfant a 16 ans, il faut lui ficher la paix.» Non, non, à 16 ans, on le laisse pas, on lui fiche pas la paix parce qu'on est là justement pour l'aider et le cadrer. Je veux dire, quand un psy dit fichez la paix à votre enfant de 16 ans, c'est comme si vous disiez: oh, mais retirez le tuteur à cet arbre que vous venez de planter, quoi. C'est beaucoup trop tôt pour les laisser livrer à eux-mêmes. Voilà, alors, peut-être que partager des questionnements avec des ados est une piste. Comment améliorer la situation, quoi d'autre possible? Oui, oui, c'est ça. Vraiment rouvrir le dialogue, apprendre à se renseigner, trouver des tas d'éléments. Oui, Sabrina, il est horrible, hein, ce texte trouvé sur des tablettes babyloniennes, mais il représente aussi ce que beaucoup de vieux cons et de vieilles connes pensent, hein. Il y a beaucoup de vieux qui disent: ouais, les jeunes d'aujourd'hui, nanana. Depuis 3000 ans, c'est comme ça. Il y a vraiment des gens qui vieillissent mal, et en vieillissant mal, ils sont anti-jeunes. Vous vous rendez compte? Ça, je peux vous le dire aussi, j'ai trouvé ça extrêmement choquant que jusqu'à 25 ans, il y a des sons qu'entend l'oreille humaine que l'on n'entend plus après 25 ans. Et il y a des municipalités qui ont diffusé dans des haut-parleurs dans les centres-villes ce genre de son pour éloigner les ados, pour pas qu'il y ait des attroupements de jeunes en ville. Mais vous vous rendez compte, c'est l'équivalent des appareils à ultrasons pour les souris. On fait fuir les gamins comme si c'était des cafards en centre-ville. Enfin, des municipalités qui mettent dans des haut-parleurs des sons que seuls les moins de 25 ans entendent et qui trouvent insupportables et qui les obligent à s'éloigner. Mais on va où, quoi? On va où? Donc, voilà. Alors, quand ils ont un parent toxique, où est-ce que j'ai vu passer ça? Manu, oui, surtout quand ils ont un parent toxique, développer leur esprit critique, réveiller leur esprit critique, oui, énormément. Il faut savoir que les parents manipulateurs endorment l'intelligence et l'esprit critique, et que nous, on est obligés à côté de, voilà, de réveiller tout ça. Ah, Mathieu, quelle question terrible vous me posez là. Quand on est HP avec un ado HP, y a-t-il une recette magique? Alors, bah oui, déjà, écoute, écoute en entier. Et puis, pour les ados HP, je te recommande mon livre Mon enfant pense trop. Parce que je reprends tout ça en détail, justement. Alors, c'est pas une recette magique, c'est plein de petites recettes magiques qui, cumulées les unes avec les autres, peuvent bien vous simplifier la vie. C'est pas pour ça qu'on fait des miracles non plus, hein. Mais oui, plein de recettes magiques, et notamment un gros chapitre sur développer l'esprit scolaire quand on l'a pas. Et puis j'ai écrit tout récemment un nouveau livre qui s'appelle J'ai pas les codes, comprendre enfin le monde qui nous entoure. Et là, quand on est HP, qu'on a un dos HP, ça peut être une base de discussion pour mieux comprendre le monde neurotypique et comprendre les gens qui ne sont pas HP, et comment fonctionne ce monde dans lequel vous passez votre temps à vous sentir en décalage et à faire des gaffes. Il y a beaucoup de choses intéressantes à prendre dans le monde normaux-pensant. Il y a beaucoup de choses aussi où ça vaut le coup d'en discuter et de prendre du recul. Alors, éviter les amalgames entre cadre rassurant et autoritarisme, oui. On ne joue pas au petit adjudant avec des adolescents.
on discute, etc. Et on leur dit quand même, bah, je suis ton parent et c'est normal que j'ai gain de cause. Et puis, il faut vraiment leur faire comprendre que ce qu'on veut, c'est leur bien, quoi. Donc, vous savez que ça aussi, c'est quelque chose qui est très intéressant. Une fois, j'avais discuté avec des ados, ils me disaient, mais tu sais, on sait tout de suite quand un prof nous aime ou nous aime pas. Des fois, le prof, il est vachement dur, mais on sent au fond qu'il nous aime. Et puis, il y a des fois, le prof, il fait style, je suis sympa, mais en fait, il en a rien à faire de nous. Et ça, les ados, ils le captent tout de suite. Donc, effectivement, l'autoritarisme, ça passe pas, mais on peut vraiment se permettre quand même d'être extrêmement cadrant s'ils sentent que c'est fait avec énormément de bienveillance et dans le but de les aider. C'est vraiment important. Je me souviens d'une adolescente qui était allée voir sa mère avec son cahier de texte et qui lui avait dit, Maman, t'es trop cool avec moi, tu vérifies jamais mes devoirs et moi du coup, comme je sais que tu vérifieras pas, je les ferai pas, j'ai besoin que tu me fliques, sinon je fais pas mes devoirs. Elle est venue carrément voir sa mère avec son cahier, avec son cahier. Donc, euh, comprenez ça, il nous demande de jouer notre rôle de cadrage et donc c'est à nous de le faire. Donc, c'est ce que je vous souhaite. Voilà, ben, je pense que je vous ai donné, je pense que je vous ai donné pas mal de clés en un minimum de temps. Je vous souhaite d'en faire un très bon usage et puis de savourer cette période. C'est quand même, moi je trouve qu'on est quand même, pour conclure, je trouve que c'est merveilleux d'être aux premières loges de l'éclosion d'un jeune adulte. On les voit se transformer à vue d'œil de semaine en semaine. On voit naître la jeune femme ou le jeune homme dans notre ancien bébé. On a la chance d'être aux premières loges pour pouvoir admirer tout ça. Et donc, ben, autant le savourer au maximum. Donc, je vous souhaite beaucoup de plaisir avec vos ados. Peut-être vous pouvez aussi regarder cette conférence avec eux et puis leur demander leur avis. Et qu'est-ce que j'ai oublié de dire que eux souhaiteraient souhaiteraient pouvoir partager avec vous. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt pour un nouveau Facebook Live parce que franchement, moi, j'y prends goût. J'adore ça. Et puis, comme je vieillis, j'ai de plus en plus envie de transmettre des trucs et dire, ben, au moins, vous aurez, euh, vous aurez tout sur le... Oh, je suis en train de... Je bois un coup. Voilà, vous aurez tout loisir de retrouver mes vidéos par la suite. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.